honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, notre rencontre d'aujourd'hui nous offre agréablement l'opportunité pour vous présenter de manière exhaustive notre organisation CAR Afrique. Cette rencontre est pour nous une occasion pour vous exposer la genèse de cette association, son but, ses objectifs statutaires, son orientation idéologique et ses fondements philosophiques. Mesdames et messieurs, CAR Afrique est une organisation apolitique et à but non lucratif. Régie par la loi française de 1901, elle est déclarée à la préfecture du Rhône et le siège social est actuellement à Lyon en France. L'idée du CAR Afrique était partie du constat pendant nos rencontres informelles entre étudiants africains de diverses nationalités, notamment sur les défaillances des États africains. En effet, les États africains étant des jeunes États issus de la décolonisation, avec des ressources financières et humaines très limitées, ils n'ont pas réussi à forger leur propre modèle politico-administrativo-institutionnel capable de consolider la société et raffermir l'État pour favoriser le développement humain, politique, économique et social. Le mimétisme juridique et institutionnel mal adapté a favorisé l'émergence des sociétés politiques fragiles avec des défaillances multiples. Le régime autocratique et dictatoriaux post-coloniaux, imposant une gouvernance rigide, méconnaissant les libertés civiles et politiques, causant ainsi des indicibles souffrances aux populations. Ils ont également contribué à la fragilité institutionnelle et sociétale des différents États africains. Cependant, le bouleversement de l'ordre politique mondial à partir des années 90, après la chute du mur de Berlin et son corollaire de la démocratisation dans certains pays, de nouvelles formes de gouvernance politique sont induites en Afrique, souvent avec des enjeux très cruciaux. Les vagues de la démocratisation touchant plusieurs pays africains ont suscité des transformations importantes des paysages politico-institutionnels et a contribué à l'affirmation de nouveaux acteurs, notamment la société civile, qui a trouvé pleinement sa raison d'être. Il y a aussi à souligner la mutation récente des enjeux sécuritaires, avec l'émergence du phénomène du terrorisme dans le Sahel, qui a accentué la paupérisation et cristallisant ainsi l'exode rural et l'immigration des masses. Les sociétés africaines sont aujourd'hui émaillées de crises multidimensionnelles, mais malgré les difficultés constatées, il y a lieu de penser à une forme d'optimisme. Le continent africain est cependant présenté aujourd'hui comme étant un continent d'espoir et d'avenir. Il dispose d'énormes potentialités
qui sont encore peu ou non exploités. Chers participants, mesdames et messieurs, c'était dans l'analyse globale des situations politiques et économiques, mais aussi sociales et institutionnelles des différents pays africains que l'idée du quart Afrique est venue dans un but d'instituer une démarche pédagogique en conjuguant l'intelligence collective pour éveiller les consciences. Très honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, le cercle d'action, de réflexion et d'expression quart Afrique est avant tout un cadre d'analyse, de réflexion et de prise de position sur des enjeux africains. Dans un cadre de gouvernance multiniveau et multisectoriel. Le sigle quart Afrique est basé sur une vision philosophique faisant traduction de l'anglicisme cœur, qui signifie prendre soin. Ainsi, chers participants, mesdames et messieurs, nous avons une vision de prendre soin de l'Afrique. Par conséquent, nous sommes fixés comme objectif statutaire de réfléchir, d'exprimer des opinions et agir en prenant position sur des problématiques africaines relatives aux questions de la gouvernance démocratique et politique, notre attachement aux valeurs et principes démocratiques est grand. À ce titre, nous sommes engagés à faire la promotion et faire renforcer la consolidation de la démocratie dans les États africains. Ainsi donc, nous agissons également dans le même esprit pour la défense des droits et libertés fondamentales. De même, car Afrique a également pour but de réfléchir sur des questions économiques, sociales et culturelles, mais également pour des questions environnementales. À travers des tables rondes, de colloques, de conférences et des cafés-débats que nous organisons, nous voulons vulgariser notre vision pour l'Afrique et contribuer à impacter les décisions publiques. Un autre axe intéresse quart Afrique, celui de la gouvernance territoriale. Nous avons comme objectif également de faire la promotion de la diplomatie territoriale, qui est une nouvelle opportunité pour les collectivités territoriales ou les entités territoriales africaines de réaliser des projets par les mécanismes de partenariat ou de coopération internationale avec d'autres entités infra-étatiques, européennes ou américaines. Mesdames et messieurs, voici en substance la présentation du quart Afrique. Aimables invités, chers participants, dans le cadre de la conférence qui nous réunit en ce moment, nous avons retenu deux thèmes. Le premier thème porte sur la société civile face aux défis africains du XXIe siècle. Et le second, c'est le MAEP, quelle implication pour la société civile. Le choix de ces thèmes n'est pas le fruit du hasard. Ils s'inscrivent dans une démarche scientifique. Ces deux thèmes ont une portée pédagogique du fait qu'ils mobilisent la société civile
à prendre sa place en s'intégrant dans une logique de gouvernance multimodale et multidimensionnelle, multisectorielle également. Ainsi, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser un mot de remerciement à nos éminents panélistes et à messieurs les modérateurs. Qu'il me soit ici permis d'adresser des hommages particuliers à chacun d'eux. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier. Messieurs les modérateurs, messieurs les panélistes, la facilité avec laquelle vous vous êtes réunis pour nous assurer cette conférence, malgré vos multiples et exigeantes charges, illustre parfaitement l'amour que vous portez pour le travail intellectuel. Monsieur le directeur général de l'ENA, cher Sonissi, vous nous avez rejoints très tardivement, mais vous avez pu vous adapter aux exigences de la situation. Cela exprime de la plus belle manière votre capacité d'adaptabilité aux urgences. Recevez au nom du CAR Afrique notre reconnaissance la plus profonde. Nous vous disons merci. Monsieur le ministre Sandy Madounia, vous avez dû annuler une mission officielle pour être disponible pour cette conférence afin de partager vos connaissances avec nous. Car Afrique se sent extrêmement honorée par ces gestes et qu'il exprime par ma voix ses reconnaissances éternelles. Merci. Monsieur le procureur général, cher docteur Hassan Mahmoud Idriss, que je vous appelle affectueusement grand frère Mustapha, les mots me sont insuffisants pour vous rendre hommage. Vous vous débordez d'énergie positive. Le fait de vous côtoyer a été toujours pour nous une source d'inspiration intarissable. Vos conseils avisés sont toujours pour nous une bénédiction. Le thème qui a été choisi est un thème très vaste, un thème très important, mais si on ne parvient pas à le cerner, si on ne parvient pas à le cadrer, on peut aller dans tous les sens. La société civile face aux défis africains du XXIe siècle. Vous avez société civile, vous avez défis africains et vous avez XXIe siècle. Pour faire simple, je scinde ça en trois. Mais entre tout ça, vous avez un hiatus entre société civile et les défis du XXe siècle, du XXIe siècle. Cet hiatus, c'est face à, face au. Alors, le XXIe siècle, comme vous le savez, est une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Tant les mutations sont importantes, la mondialisation et la globalisation sont des paradigmes extraordinaires, tant les besoins, le comportement, les économies, les urgences climatiques et autres, les combats ont changé depuis fort longtemps en Afrique. Le XXIe siècle, c'est d'abord le siècle de l'innovation, le siècle de la gouvernance mondiale, le siècle où le monde est devenu un gros village planétaire. Tout ce qui se fait ici a des répercussions ailleurs, en Occident, en Asie, partout. Et ce XXIe siècle est également le siècle de la société civile. La société civile africaine est une société civile active qui existe depuis les indépendances, mais c'est une société civile qui
au-delà de ce qu'on attend d'elle, s'est engouffrée dans une brèche et elle s'est enfermée dans cette brèche-là. Dans certains pays, cette société civile essaie de jouer l'opposition politique, alors qu'une société civile, ce n'est pas ça. Une société civile, c'est un ensemble des associations, des syndicats, des ONG qui interviennent sur divers secteurs, sur diverses problématiques économiques, sociales, sociétales, environnementales, etc. Leur rôle serait d'autant plus important si ces organisations, parce que c'est comme ça que je vais les appeler, les organisations de la société civile, il faut faire un ensemble, puisque, je viens de le dire, il y a les ONG, il y a les associations, mais également les syndicats. On peut parler de manière certaine et avec plusieurs exceptions qu'il s'agit des organisations de société civile et pas une seule société civile, puisque le champ de bataille, le champ de lutte est assez large. Alors, la société civile africaine, je le disais tantôt, est née dès les indépendances avec la création des associations des citoyens et des syndicats des travailleurs. Cependant, le champ d'intervention de cette société civile est flou, car les institutions qui la composent sont mal organisées et ne disposent pas des moyens suffisants pour défendre leurs idéaux. Alors, elle s'accroche à la promotion de la démocratie pour dénoncer les fraudes électorales et à défendre les droits humains en dénonçant les actes de torture et les arrestations arbitraires des opposants. Elle s'investit également sur le champ de la lutte contre la corruption, etc. Mesdames et messieurs, quelques définitions sont indispensables pour comprendre certaines notions ou concepts, tant la thématique est vaste et importante. D'abord, qu'est-ce que la société civile? La société civile est une notion de sciences politiques et de droit qui a acquis au cours du temps plusieurs acceptions. Il s'agit à la fois d'une catégorie d'idéologie civique d'origine anglo-saxonne et d'une notion juridique désignant en droit français une forme de société ou d'organisation dont l'objet strictement civil relève du droit civil et des juridictions civiles, contrairement aux sociétés commerciales et aux établissements publics et administratifs. Alors, mise en avant par les grandes organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies, la société civile désigne l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif qui agissent comme groupe de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. Il s'agit donc de l'auto-organisation de la société parallèlement au cadre institutionnel, politique, administratif ou commercial. Alors, quel est l'objet d'une société civile? La société civile a un objet social qui est en lui-même civil, qui délimite son activité en écartant toute activité commerciale. C'est notamment pour que la société civile ne peut avoir pour objet d'exercer une activité commerciale par nature, comme par exemple une ONG ou une association comme Cœur Afrique va se mettre dans une activité où il faut vendre de manière express des billets d'avion ou autre. Donc c'est une activité qui ne relève pas de son champ, de ses compétences. Même si Cœur Afrique, par exemple, est une association, une ONG, qui va défendre le droit de voyageurs pour faire baisser le prix des billets d'avion. Mais ce n'est pas à Cœur Afrique de vendre les billets d'avion. Vous voyez un peu la complexité? Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors la société civile en Afrique apparaît comme un garde-fou dans l'équilibre de la transparence politique, sociale et autres. Alors, comment peut-on mesurer la capacité de la société civile africaine pour jouer ce rôle qui est très important, celui de faire le contrepoids aux décisions politiques?
Alors ce rôle-là devrait être un rôle intelligent où la société civile, où les organisations de la société civile doivent s'entendre, se mobiliser ensemble et s'adresser au gouvernement en touchant tous les secteurs prioritaires dans un pays. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement pourrait les inviter sur la table pour échanger sur la stratégie ou les stratégies à mettre en place pour permettre un développement pérenne dans un pays. Je prendrai ici l'exemple du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En l'an 2000, quand nous accédions à ce 21e siècle, les États africains étaient un peu en marge de la société. Le 20e siècle a été un siècle très difficile pour les États africains parce que c'était un siècle assez paradoxal avec des points positifs mais également des points négatifs parce que les États africains ont réussi à obtenir leurs indépendances en 1960, donc nous sommes dans le 20e siècle, et par la suite, ces jeunes États tout de suite ont subi, si vous voulez, la pression des partenaires étrangers, notamment les pays développés, qui exploitaient leurs matières premières et qui cherchaient justement à baisser le prix de ces matières premières-là et de le maintenir dans une situation de dépendance. Alors, là, nous n'avons pas vu le rôle de la société civile s'exprimer de manière claire parce que quand les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, avec la complicité de certains États, notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, avaient demandé justement aux pays africains d'assainir leurs finances publiques, mais également d'engager des plans de privatisation de sociétés nationales durant cette période, durant la décennie 80. Et là, on n'a pas vu justement le rôle de la société civile africaine elle était absente, vous voyez. En gros, la société civile africaine était absente pour défendre ces États-là. Maintenant, on retrouve juste à la fin de la décennie 80, en 90, bizarrement, avec la conférence de la Bonne en France, où le président de l'époque de la France, Mitterrand, avait demandé aux chefs d'État africains de passer, si vous voulez, à une sorte de démocratie nouvelle, donc le multipartisme. Et là, la société civile africaine, qui était amnésique, retrouve ses esprits et elle s'engouffre dans la brèche une nouvelle fois. Et là, elle va défendre justement le multipartisme dans les États africains. Vaille que vaille, certains ont réussi à imposer leur capacité à peser sur les politiques internes de leurs États. Nous avons vu au Bénin, ce qui a conduit à l'organisation de la première conférence nationale avec à son tête à l'époque la société civile, M. Tevo Ejdiré, qui avait initié ces mouvements et ça a marché. Après, ça fait un effet boule de neige, d'autres pays ont expérimenté cela et la société civile s'est refaite une certaine virginité en s'appropriant cette question du multipartisme et de la démocratisation. C'est tout à son honneur, c'est très bien. Si elle peut initier quelque chose et puis avec le gouvernement du pays, c'est une bonne chose. Maintenant, on avance dans la démocratisation et les influences extérieures sont nombreuses. Malheureusement, la société civile africaine est une société civile un peu suiviste. Suiviste pourquoi? Parce que elle n'a pas de moyens et elle regarde du côté de l'Occident, du côté des bailleurs de fonds, quels sont les secteurs qui attirent le plus de subventions et elles vont maintenant épouser les causes défendues ou les causes proposées par les bailleurs de fonds. Et maintenant, elles vont commencer à faire pression sur leur propre pays sans comprendre la complexité de la démarche et bénéficier de subventions. C'est une réalité et cela n'honore pas la société civile.
Alors c'est pourquoi j'ai dit qu'il va falloir plutôt parler d'organisation de la société civile, puisque, je l'ai dit, dans cette organisation de la société civile, ne le perdez pas de vue, il y a des syndicats, des associations, il y a des ONG. Alors, comme ça, on peut distinguer facilement le rôle de chacune de ces institutions qui intervient dans le secteur public et peser sur les politiques publiques. Alors, les organisations de la société civile, de manière générale, ont un rôle de garantir que le pouvoir rende compte aux citoyens. Ce n'est pas mauvais du tout. Si on souhaite que l'État rende de compte aux citoyens et qu'on souhaite avoir un droit de regard sur la gestion de la chose publique, il est important justement de comprendre quels sont les objectifs du gouvernement, quels sont les projets ou les programmes de développement du gouvernement. À partir de ce moment-là, on peut s'asseoir autour de la table avec le gouvernement et décider ensemble de la suite à donner par rapport à ces programmes de développement. Des programmes de développement quinquennaux, décennaux, etc. Parce que le programme d'un gouvernement, ce n'est pas le programme d'une association. Il ne peut pas se réaliser en une année ou en 2 ans ou en 3 ans. C'est plutôt sur le moyen et le long terme. Ce n'est pas du court terme, les programmes d'un gouvernement. Et ça, les organisations, certaines organisations de la société civile ne le comprennent pas. Et donc, elles s'écartent un peu de ce rôle des garants, si vous voulez, de la bonne marche ou du bon fonctionnement des politiques publiques. Alors, d'après la Banque mondiale, l'accès à l'information, la gestion efficace des administrations, l'adoption et la mise en œuvre de politiques en faveur des citoyens sont autant des facteurs de gouvernance. Vous voyez ? Or, la société civile africaine, composée des associations de lutte contre la corruption, etc., s'accroche uniquement à faire un plaidoyer sur la lutte contre la corruption, alors que le champ est vaste. Donc, les organisations de la société civile africaine, elles-mêmes réduisent leur champ d'action. Même si les bailleurs de fonds, leurs partenaires, leur ouvrent des champs, des possibles, elles réduisent leur champ d'action. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout quelque chose de très intéressant pour ces organisations. Je me tourne vers le grand frère Moustapha Dahlep. Dans votre intervention, que j'ai d'ailleurs suivi avec beaucoup d'intérêt, parce qu'en venant ici, j'étais confus sur le rôle de la société civile. Pour moi, et vous l'avez si bien énuméré, la société civile africaine joue beaucoup plus le rôle d'opposants politiques. Et là, je pose la question concernant le Tchad. Après l'erreur que vous avez citée, est-ce que vous pensez qu'il existe une société civile au Tchad? Parce que moi, je me dis qu'il n'y a que des opposants politiques, ou soit c'est des personnes qui sont à la recherche d'un gombo pour faire leur sauce rouge, c'est tout. Donc il ne faut pas que je sorte d'ici et mettre dans la tête que le grand frère Moustapha a dit qu'il n'y a pas de société civile au Tchad, peut-être. Édifiez-moi, s'il vous plaît, je suis confus. Elle existe parce qu'une société civile tchadienne est composée de toutes les associations qui sont légalement créées. Donc à partir du moment où vous avez déposé une demande d'autorisation et qu'on vous accorde cette autorisation, vous existez. Donc les associations qui composent la société civile existent bel et bien, les ONG existent bel et bien, les syndicats existent bel et bien. Maintenant, ce qui se pose comme problème, ce n'est pas l'existence de la société civile en tant que telle, mais c'est le rôle qu'elle doit jouer au Tchad. Et je l'ai dit dans mon discours, cette perception qu'on a de la société civile, ce n'est pas une perception uniquement tchadienne, elle est africaine. La société civile, elle est perçue comme une opposition. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que le discours est flou, leur champ d'intervention est flou, et ces organisations de la société civile ne s'inscrivent pas dans une logique. Elles sont un peu à l'affût de la moindre opportunité. Cette année, vous pouvez les entendre défendre, par exemple, les droits humains. Si demain, l'Union européenne ou
un autre bailleur de fonds propose un financement, une subvention dans un domaine qui est différent de la défense des droits de l'homme. Quels sont les mécanismes de protection ou bien les mécanismes de garantie du gouvernement à la société civile en Afrique en général et surtout le cas du Tchad en particulier. Donc je voudrais savoir les mécanismes de garantie, de protection à la société civile sur le cas spécifique du Tchad. Et la seconde question, elle est relative à quels sont les avantages que le gouvernement accorde à la société civile. En France, là où nous avons créé l'association CARE Afrique, il y a beaucoup de mécanismes de financement qui sont d'ailleurs prévus par la loi, que ce soit au niveau de l'État, prévus par le budget de l'État, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, sont prévus dans le budget des collectivités territoriales. Et au niveau de l'Union européenne, aussi, il y a des enveloppes qui ont été prévues pour les subventions des associations. Et au-delà, aussi la loi permet aux associations de lever des fonds. Donc, nous avons reçu quelques subventions, nous avons fait des activités là-bas, nous avons tenu une conférence sur un thème qui est très important. C'est un thème qui contribue aussi à faire avancer les recherches sur la science politique, surtout sur la gouvernance démocratique. Mes préoccupations sont deux. La première, c'est par rapport à la gouvernance même de ces organisations. C'est une question centrale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens créent des structures, des associations, après ils obtiennent le statut d'ONG. Dans ma petite expérience, quand on se déplace, quand on bouge dans des grandes conférences au niveau international, les gens se déplacent, ils arrivent à trouver quand même des financements. Une fois arrivés sur place, ils veulent avoir accès tout de suite à des financements, à des ressources. Mais en réalité, en interne, ces organisations n'ont pas le minimum. Une organisation qui ne dispose pas d'un manuel de procédure, par exemple, une association qui n'a jamais géré des fonds internationaux, une association qui n'a jamais eu une comptabilité auditée, qui se permet d'aller, par exemple, à une COP pour demander des milliards auprès du fonds d'adaptation ou du fonds vert climat, c'est quand même une illusion. Sandima Dounia est actuellement secrétaire exécutif du secrétariat national du Mayeb Tchad depuis 2003. Il est fonctionnaire avec le grade d'assistant à l'université. Il enseigne les modules liés au leadership, aux grands principes de gouvernance, au management public, à l'École nationale d'administration du Tchad et à Tchad, où il enseigne également l'éthique et la gouvernance. Il a été plusieurs fois membre du groupe de travail du Mayeb dans le cadre du processus qu'il a eu à gérer. Il était plusieurs fois formateur également dans les structures du Mayeb, tant au niveau national qu'au niveau continental. Il a souvent conseillé les organisations, les associations pour le développement local et surtout l'insertion des jeunes. Et très souvent, il a également pratiqué la consultance. Il a souvent été consultant indépendant sur des sujets liés à la gouvernance, à l'environnement et aux ressources humaines. Anciennement, M. Sandima Dounia a été ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Il a également été secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et des ressources halieutiques. Il a été également président du comité technique du suivi des mécanismes de suivi de la réunion sectorielle sur le développement rural, vice-président du bureau de la 9e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et anciennement président du groupe africain sur la lutte contre la désertification. En jetant un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, juste pour parler de la création du Mayeb, nous voudrions rappeler qu'en juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, en marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, il y avait le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique dont a parlé le docteur Hassan tout à l'heure. Et donc, lors de cette réunion, les chefs d'État qui sont chargés donc de la mise en œuvre du NEPAD, qu'on appelle actuellement l'Agence de développement de l'Union africaine, se sont dit, mais pourquoi est-ce que chaque fois il faudrait que ce soit les institutions de Bretton Woods
ou que ce soit les pays européens qui viennent nous dire ça, ça ne marche pas, ça marche, non, faites ceci, faites cela. Il faut qu'entre nous, Africains, on puisse regarder dans le miroir et voir nous-mêmes ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'en juillet 2002, il a été mis en place un petit groupe pour pouvoir élaborer les documents de base qui serviront de documents de directive au MAEP. Et c'est le 9 mars 2003, donc à peu près un an plus tard, que les documents de base du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ont été adoptés par le comité des chefs d'État et de gouvernement, en invitant donc les autres États à adhérer à ce nouveau mécanisme. Et donc, nous voudrions rappeler dans ce sens-là 2 extraits d'une déclaration déjà qui a été adoptée en 2002 et qui peut nous servir de référence. 2 extraits de la déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises. C'est un document qui existe, adopté par l'Union africaine. Le premier extrait, l'Afrique est confrontée à d'énormes défis dont les plus urgents sont l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement socio-économique, en particulier grâce à la démocratie et à la bonne gouvernance. Un deuxième extrait toujours de cette déclaration, nous sommes convenus individuellement de mettre sur pied un mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, sur la base d'une adhésion volontaire. Et donc, nous pouvons insister sur le fait qu'à travers la mise en place du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, les Africains se sont accordés sur un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est qu'il y a un impératif, on ne peut pas avoir le développement sans bonne gouvernance. Ça, les Africains sont là-dessus, ils se sont intéressés à cela. Et depuis ce temps-là, le MAEP a fait son chemin. À ce jour, il y a 42 pays qui ont adhéré au MAEP. Et la vision actuelle, c'est de faire de sorte que tous les pays de l'Union africaine, donc tous les États membres de l'Union africaine, puissent adhérer de manière volontaire, nous le précisons. Et donc, ce disant, qu'est-ce que nous pouvons échanger sur l'implication de la société civile dans le mécanisme africain d'évaluation par les pairs? Et donc, nous abordons le premier point qui est qui sont les fondements, qui est le fondement du MAEP. Et dans ces différents fondements, nous nous interrogeons d'abord c'est quoi le MAEP en termes tout à fait simples. C'est un instrument d'auto-évaluation auquel, nous l'avons dit, les pays adhèrent volontairement, les pays de l'Union africaine, et c'est donc un mécanisme qui s'inscrit dans une logique purement africaine. C'est une initiative africaine pour les Africains et qui doit faire de sorte que les États africains adoptent la bonne gouvernance comme facteur incontournable pour le développement de l'Afrique. Mais disons également que le MAEP ne classe pas les États membres suivant le niveau d'évaluation de leur gouvernance. Non. Le MAEP essaie de relever les faiblesses qui existent dans les pays africains, essaie également de souligner les attentes des populations dans les différents domaines politiques, économiques, développement socio-économique. Et le MAEP encourage surtout le dialogue, encourage également le partage des expériences et des bonnes pratiques entre les États membres. Il y a, dans le cadre du MAEP, 2 mandats. Il y a un mandat initial et un mandat élargi. Le mandat initial, c'est de s'assurer que les États membres ont des politiques et des pratiques qui sont conformes aux valeurs qui ont été retenues dans les documents de base du MAEP. Ça, c'est le premier, c'est un mandat initial. Et ensuite, lorsque, en 2017, les chefs d'État se sont réunis à Addis Abeba, dans le cadre de la conférence de l'Union africaine, ils se sont dit, on va confier un mandat élargi au MAEP, à savoir suivre et évaluer l'agenda 2063 sur les aspirations des populations africaines, qui a été adopté par l'Union africaine, et l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. En termes de mission, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le MAEP encourage les politiques, les pratiques dans le cadre de tout ce qui concerne la gouvernance politique, la gouvernance démocratique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique qui intègre
l'environnement, la santé, l'éducation, etc. Maintenant, en termes de thématiques, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a 4 thématiques qui ont été retenues dans les documents de base du MAEP, hein, la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance économique, la gouvernance d'entreprise et le développement socio-économique. Et ces dernières années, avec toutes les crises que le monde a subies, crise sanitaire, crise financière, crise sécuritaire, il y a une thématique qui a été ajoutée et cette thématique porte sur la résilience au choc. Hein, les chocs, c'est-à-dire toutes les crises qui peuvent subvenir sans prévenir. Alors, il y a des principes directeurs dans le MAEP. Ces principes sont à respecter. Il y a d'abord l'engagement politique. C'est le chef de l'État qui signe le document d'adhésion volontaire de l'État au MAEP. Il y a également le fait que dans le cadre du MAEP, il faut arriver à une appropriation nationale, faire de sorte que les populations s'approprient le MAEP. Il y a le fait, un autre principe directeur, c'est que toute évaluation qui est entreprise dans le cadre du MAEP doit répondre aux exigences scientifiques, aux exigences techniques et être libre de toute manipulation politique. Je précise que quand le rapport d'évaluation du MAEP est fait, l'État ne peut faire que des observations qui sont mises en annexe, mais l'État ne peut pas changer des phrases dans le document de base du MAEP. Donc c'est pour ça qu'on évite ce qu'on appelle les manipulations politiques. L'autre élément principal, c'est que le processus doit être inclusif et participatif. Donc, administration publique, opérateurs économiques, société civile, tous doivent se retrouver dans les différentes étapes du processus de mise en œuvre du MAEP. Autre élément, c'est que le processus doit être conduit dans la transparence. Dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, tout se fait dans les consultations publiques, les discussions, etc. Et donc, il n'y a pas chose à cacher, comme on dit. Au niveau des structures, il y a 2 niveaux. Le niveau continental et le niveau national. Le niveau continental, vous avez le Forum des chefs d'État, qui est l'instance de décision, qui regroupe donc les chefs d'État et de gouvernement. Vous avez juste en dessous ce qu'on appelle le panel des éminentes personnalités, où l'on retrouve des personnes, des experts avec des qualités, des grandes qualités. Ça peut être des anciens ministres, ça peut être des ambassadeurs, des anciens ambassadeurs, des enseignants-chercheurs, ou même quelques personnalités influentes de la société civile qui se retrouvent dans ce qu'on appelle le panel des éminentes personnalités, qui est l'interface entre le MAEP et le forum des chefs d'État, qui rencontre directement aux chefs d'État. Juste en dessous, donc, vous avez ce qu'on appelle le comité des points focaux. Dans chaque pays membre du MAEP, le chef de l'État désigne quelqu'un qui est son représentant et qui peut avoir facilement accès à lui pour lui faire le compte rendu. Et donc, celui-là, on l'appelle le point focal. Et ça existe dans tous les pays. Enfin, au niveau continental, il y a ce qu'on appelle le secrétariat continental du MAEP, qui a son siège en Afrique du Sud et qui sert pour tout ce qui concerne les appuis administratifs, les appuis techniques dans les activités du MAEP. Au niveau national maintenant, nous avons le point focal dont nous avons parlé tout à l'heure, mais le comité des points focaux fait partie des structures continentales. Par contre, le point focal, le cabinet du point focal, ça fait partie également au niveau national. Nous avons également la Commission nationale de gouvernance. À l'intérieur, vous retrouverez les représentants des différentes couches socio-professionnelles. Au Tchad, et comme dans bien d'autres pays, il a été mis en place la Commission nationale de gouvernance. Et pour ce qui concerne le Tchad, les 25 membres de la Commission nationale de gouvernance qui ont été mis en place, qui ont été installés en 2013, sur les 25, il y a 19 de la société civile. Donc c'est pour vous dire que vraiment la société civile est prise en considération et le Tchad n'est pas le seul pays. Il y a d'autres pays également qui ont tenu compte du rôle important que la société civile pourrait jouer dans le processus de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Donc, le point focal, la Commission nationale de gouvernance, troisième structure au niveau national, c'est le secrétariat national, qui a donc la charge d'apporter tous les appuis techniques et administratifs
aux activités de la Commission nationale de gouvernance et aux activités du cabinet du point focal. Enfin, de manière temporaire, il y a ce qu'on appelle les instituts techniques de recherche qui sont recrutés pour accompagner les structures nationales dans le processus d'évaluation de la gouvernance. Ça, c'est donc pour ce qui concerne les fondements du MAEP. Maintenant, dans l'exercice de la mise en œuvre du MAEP, on peut prendre les étapes du processus. Il y en a 6. La première étape, ce sont les activités préparatoires. Une fois que le pays adhère, une fois que le chef de l'État signe le protocole d'adhésion au MAEP, le pays s'inscrit dans la logique du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, met en place les structures nationales dont j'ai parlé tout à l'heure et essaie donc de prendre toutes les dispositions préparatoires pour que l'auto-évaluation se fasse, puis l'évaluation un peu plus tard. La deuxième étape, donc, ça correspond à la visite de ce qu'on appelle l'équipe d'évaluation pays. C'est une équipe d'experts, généralement entre 15 et 20 personnes, donc, mais des experts des pays africains qui sont donc recrutés par le secrétariat continental du MAEP et qui viennent dans le pays. Ils passent 3 à 4 semaines, ils interrogent qui ils veulent, ils posent des questions et ils rédigent ce qu'on appelle le rapport d'évaluation pays. La troisième étape, donc, c'est cette rédaction-là du rapport d'évaluation pays. La quatrième étape, c'est celle où on soumet le rapport pays au forum des chefs d'État. Et donc, les chefs d'État évaluent, donnent leur avis aux chefs d'État qui présentent. Dans le cadre du MAEP, seul le chef d'État ou le chef de gouvernement peut présenter le rapport. Même si c'est un ministre, même s'il est désigné par le chef de l'État, il ne peut pas présenter ça au niveau des autres chefs d'État. Donc, ce sont des règles qui existent au niveau du MAEP. La cinquième étape, une fois que le rapport a été présenté au forum des chefs d'État, la cinquième étape, c'est de publier le rapport. Et donc, pour ce qui concerne le Tchad, j'ai apporté quelques exemplaires. Donc, ça, c'est le rapport d'évaluation de la gouvernance au Tchad. Hein. Ça, c'est la version en français. Vous avez la version en arabe. Et donc, ça, ce sont des documents qui ont été produits. Et dans le rapport, vous avez non seulement les faiblesses constatées dans les différentes thématiques, vous avez la perception des populations en ce qui concerne la gestion démocratique, la gestion politique, la gestion économique, etc. Mais vous avez également un plan d'action nationale qui étale sur 5 ans les actions à mener pour pouvoir redresser les faiblesses qui ont été constatées. Quel est le rôle du MAEP et également de la société civile en matière de transparence sur l'exécution du budget de l'État? Quand on se retrouve dans le domaine politique, on parle de la charte des partis politiques. Pourquoi pas une charte des organisations des sociétés civiles? Comme ça, ça va permettre de bien suivre, de bien les répertorier et puis de contrôler aussi les bourdes qu'elles sont appelées à poser. Donc comme ça, ça va permettre à tout un chacun de ne pas quitter son domaine de compétences. Parce que beaucoup ont parlé ici du débordement de certaines organisations de la société civile. Et certaines basculent vers le camp gouvernemental, d'autres vers l'opposition. Donc s'il y a une charte, ça nous permettra franchement de les évaluer. La faiblesse du processus électoral et des organes de gestion des élections, pour ceux qui ont assisté au dialogue national inclusif et souverain, plusieurs intervenants sont revenus sur la question. Le déséquilibre des pouvoirs entre les institutions de l'État avec la prééminence de l'institution présidentielle. C'est écrit, page 14. La corruption qui ronge l'administration publique et affaiblit ses capacités à fonctionner de manière équitable dans ses missions de rendre les services essentiels à la population. L'avancée poussive de la décentralisation. Ça, ce sont des choses qui ont été... c'est écrit ici. Et donc, nous disons que les Africains, entre eux, se disent beaucoup plus de vérité que d'attendre forcément que ce soit
le FMI ou bien la Banque mondiale ou bien l'Union européenne qui viennent nous dire là c'est pas bon, de ce côté-là c'est pas bon. Donc il faut quelque part se résoudre à accepter ou bien à accepter que nous, entre nous, on peut se dire les vérités. Et ça c'est possible. Hein, au niveau des forums de chefs d'État, ils se disent des choses. Hein, quand vous assistez à ça, là ça va, là ça ne va pas, etc. Ils se disent. Donc moi je pense que le fait que les Africains eux-mêmes s'auto-évaluent, c'est une bonne chose, enfin, de mon point de vue. Hein, et quand je lis les différents rapports qui sont faits à différents niveaux, je trouve que c'est une bonne option. Pour la charte des organisations de la société civile, je pense que c'est une très bonne contribution. Le rôle du MAEP en matière de transparence, là également, ça a été développé dans ce document où il y a des actions suggérées pour redresser les faiblesses constatées dans le cadre de la transparence. Tout à l'heure, j'ai lu dans le document, par exemple, quand on dit que la corruption est déjà un cancer qui gangrène l'administration publique, en disant cela, ça suppose que quelque part, dans le plan d'action nationale, il y a des actions qui ont été suggérées pour pouvoir faire cela. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les documents, s'ils me donnent leur mail, je peux leur envoyer les documents, la version électronique de ces rapports-là, hein, la version en arabe, la version en français, et même le rapport sur la gouvernance en Afrique, qui est un document produit par le MAEP. Et pour l'année 2023, il est prévu de produire un rapport axé sur les changements anticonstitutionnels en Afrique. Je réitère ma reconnaissance et mes remerciements pour ce temps que nous avons passé ensemble. Comme nous avons dit à l'entame, que l'objectif de cette conférence est d'abord orienté vers un but pédagogique, d'éveiller les acteurs de la société civile. Et les interventions des uns et des autres et la contribution des différentes personnalités qui ont pris la parole nous ont permis de toucher certains aspects qui concernent les organisations de société civile elles-mêmes, mais aussi également les cadres étatiques et administratifs qui encadrent ces organisations. J'espère que les différents acteurs impliqués dans la vie associative et dans les cadres des sociétés civiles de façon globale puissent avoir un plus sur ce qui est exposé ici. Et j'espère que nous puissions avoir d'autres occasions sur d'autres thèmes, sur d'autres domaines également, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans plusieurs autres domaines et nous n'y manquerons pas de venir. L'accueil au Tchad, c'était très bien passé. Beaucoup de personnes, de hautes personnalités jusqu'aux étudiants, ont suscité des intérêts pour le Carafri. Et nous leur disons merci. Donc, merci à tout le monde. Merci.